Bon, voilà, on est déjà 25, donc je vous propose voilà, de commencer ces temps ensemble. Donc voilà, mais je m'appelle Santiago, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis responsable de l'animation du réseau F3E. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur l'étude sur les membres du F3E en 2023. Qui va être un temps de présentation de l'étude, mais aussi un temps d'échange ensemble, des réflexions autour de certains questionnements qui ont été posés dans les cadres de cette étude. Donc, avec moi aujourd'hui, vont prendre la parole aussi ma collègue Essie, Ahmed Galed, qui est assistante en charge de la gestion des activités F3E, Daniel Seston, qui nous a accompagnés pendant toute cette année autour de l'étude. On va expliquer tout à l'heure toute la place qu'elle a eue au sein de l'étude. Angèle Estrada, directrice du F3E. Amandine Grignessen, du Secours populaire français, représentante du CA de F3E, qui a participé au comité de pilotage de l'étude. Et derrière la technique, il y a ma collègue Marie, Louis-Léry Weber, qui soutient toute la partie chat pour répondre à vos questions au fur et à mesure, et aussi qui assure l'enregistrement de la séance. Donc voilà, la séance est enregistrée. Donc si jamais vous vous souhaitez pas apparaître, vous pouvez bien évidemment couper vos caméras. Euh, rapidement, je vous présente les plans de 7h30 qu'on va passer ensemble. Dans la première partie, on va vous présenter pourquoi l'étude, comment nous l'avons fait, et on va vous donner quelques exemples des critères qu'on a définis. Ensuite, on vous laissera un peu de temps de questions-réponses. Donc, bien évidemment, au fur et à mesure, vous pouvez poser des questions déjà dans les chats, mais il y aura un moment formalisé pour ça. Et dans la deuxième partie, on reviendra vraiment sur les principaux constats et questionnements que cela soulève. Et ensuite, voilà, on vous laissera la parole pour qu'on puisse commencer un échange autour de ces questionnements. Et on va essayer de conclure à 12h30 comme c'est prévu. D'accord. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Et Amandine, je te passe la parole. Merci Santiago. Bonjour à toutes et tous. Santiago m'a déjà présenté rapidement. Donc, je suis Amandine Greeneisen. Je représente le CA et je suis au Secours populaire français. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi on a fait cette étude. Vous le savez, le F3E suit ses membres en interne avec des enquêtes annuelles qui sont faites à minimum tous les 3 ans dans le cadre du DSE. Mais il y avait un véritable besoin pour mieux animer le réseau, hein, parce qu'il y a quand même un objectif précis, de connaître l'évolution des membres, mais en dehors de ce qui se passe aussi au sein du F3E. Donc, cette étude monographique a dû répondre et répond à plusieurs enjeux et diverses attentes qui ont été exprimées et par le CA, et par l'équipe salariée, et par les membres du COPIL aussi, donc, dont je faisais partie, et puis le comité de pilotage. Donc, il y avait 3 salariés du F3E, Angela en tant que directrice et moi. Pour faire simple, donc cette étude monographique devait répondre à 3 enjeux. C'était mieux connaître la vie associative du F3E pour mieux animer le réseau, en pouvant fournir une image un peu plus précise de la diversité des membres surtout en complétant et corrigeant certaines données disponibles en fait dans les bases de données du F3E qui étaient erronées ou incomplètes. Le deuxième grand enjeu, c'était préciser les échantillons d'évaluation, parce que lorsque l'équipe fait les entretiens et les enquêtes, c'est par échantillon, et donc il fallait mettre en évidence les différentes catégories des membres pour que les futurs échantillons soient beaucoup plus représentatifs des membres actuels, et en apportant peut-être des éléments qui pouvaient être plus utiles en interne pour du suivi-évaluation. Et le troisième objectif, c'était d'accompagner la réflexion stratégique du F3E et l'élaboration du DOS 2026-2032, parce qu'il y avait besoin d'éléments complémentaires et d'analyse pour la réflexion au sein du F3E sur l'ouverture du membership. Qui sont les membres aujourd'hui et quelles sont les évolutions de ces membres aujourd'hui? Et puis, il y a une question aussi sur la carte et l'identité du F3E. C'est un réseau apprenant de solidarité et de coopération internationale.
Aujourd'hui, tous ces membres ne se retrouvent pas forcément dans la dénomination solidarité internationale. Alors, c'est quoi les valeurs communes, la motivation, les mandats? Euh, Quelles sont les actions à l'international et en France? Qu'est-ce qu'on a en commun finalement en tant que membre? En quoi la charte devrait peut-être évoluer pour mieux refléter les points communs des membres du F3E? Et puis l'idée, c'était aussi d'apporter des éléments additionnels pour cette réflexion stratégique qui se fait en ce moment au sein du F3E. Voilà, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir posé l'éplissage voilà pourquoi cette étude. Vous voyez qu'il répond à des objectifs multiples. Et donc, on va vous présenter comment avons-nous fait pour cela. Donc voilà, c'était des questionnements qui étaient vivants au sein de F3E depuis pas mal de temps. Il y a eu une discussion sur les termes de référence avec les conseils d'administration et le recrutement d'une consultante fin de 2023. Donc Daniel qui prendra la parole tout à l'heure. Et il y a eu donc un comité de pilotage qui a été donc, du coup créé aussi à la période pour d'un côté voilà alimenter la réflexion tout au long de l'étude et aussi pour mener un certain nombre de tâches qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc l'étude il a été lancée en décembre 2023 et portait donc sur les membres 2023 du F3E. Et je vais laisser la parole à ma collègue ici pour vous expliquer exactement, détaillement comment est-ce que nous avons fait. Alors, merci beaucoup, Santiaga. Donc, je suis Ezia Medgali. J'ai travaillé avec Santiaga et notre consultante Danielle Sexton sur la collecte des données pour l'étude. Et j'ai également fait partie du comité d'études, du comité, pardon, de pilotage de l'étude. Donc, dans un premier temps, nous avons fait un premier travail d'analyse des besoins en information sur les membres. Euh, Enfin, en novembre, pardon, 2023, nous avions commencé, Santiago et moi, par recenser toutes les ressources internes que nous avions à notre disposition. Ces ressources regroupent entre autres des tableaux de suivi des activités de nos membres, des résultats d'enquête membres, les comptes rendus de l'entretien annuel, le rapport d'auto-évaluation accompagné et les formulaires d'adhésion et cotisation renseignés par nos membres eux-mêmes. Donc, nous avions par la suite transmis l'ensemble de ces documents à notre consultante. Nous lui avions également créé un accès à notre base de données Vandana. Donc, c'est une base de données interne pour qu'elle puisse la parcourir et voir à quel point nous pourrions nous en servir. Donc, suite à cela, un premier brainstorming sur la définition des critères de caractérisation des membres a été mené avec le comité de pilotage de l'étude en décembre 2023. Donc, tous ces éléments ont permis d'aboutir à un premier document sur les critères de caractérisation. Ce document a été présenté aux membres du conseil d'administration en février 2024, puis retravaillé en prenant en compte, bien entendu, les commentaires et recommandations des membres du CA. Donc, après plusieurs échanges et allers-retours avec la consultante, nous avons abouti en mars 2024 à un outil Excel qui regroupe les critères que nous voulions finalement suivre. Donc, je vais pas entrer dans les détails de tous les critères puisque ma collègue Santiaga a présenté tout à l'heure quelques éléments, notamment des critères les plus complexes. Donc, mais essentiellement, l'outil est divisé en trois grands blocs. Donc, un premier bloc de description générale, donc qui regroupe des informations sur la localisation, la date d'adhésion, la date de création de l'organisation, taille, budget, etc. Un deuxième bloc, mission et mandat. Donc, l'idée ici n'était pas seulement de savoir qu'est-ce que nos membres font, mais savoir aussi l'évolution de leur mission, mode d'intervention, pardon, et posture avec leurs partenaires, donc sur les dernières années. Euh,
Puis enfin, un troisième bloc en relation avec le F3E. Donc, l'une des idées ici était de savoir qui sont nos référents et référentes F3E au sein de nos membres, quelles fonctions occupent-ils ou occupent-elles, est-ce que ce sont des fonctions décisionnelles ou plutôt opérationnelles. Nous voulions également savoir dans cette partie-là quelle était l'implication de nos membres au sein de la gouvernance et aussi quelles sont les activités auxquelles il ou elle participe. Tout ce qui concerne les formations, CP, études, voilà, etc. Toujours en mars 2024, nous avons commencé le travail de réparage des informations utilisables que nous avions à notre disposition. Nous nous sommes concertés avec Jean-Martial et Martin qui préparaient en parallèle le lancement sur les membres d'une enquête sur les membres dans le cadre de l'évaluation stratégique de 2024. Nous avons vu avec eux quelles seront les informations collectées pour que nous puissions les récupérer par la suite. Nous n'avions pas finalement gardé tous les résultats de l'enquête parce qu'elle était quand même assez longue, mais elle nous a quand même permis de récolter et vérifier certaines données. Par la suite, étant donné que notre base de données interne Bandana était incomplète, il nous manquait un certain nombre d'informations que nous sommes allés chercher dans les sites web de chaque membre. Nous avons également consulté des documents institutionnels comme les rapports d'activité, les rapports financiers et aussi voilà, les statuts de nos membres. Par contre, il est à noter que nous nous sommes basés sur les rapports financiers et d'activité de 2022, étant donné que ceux de 2023 n'étaient pas encore publiés au moment de notre enquête. Autour de mai-juin, un travail de réorganisation et de collecte a été mené, donc après discussion et aller-retour avec le comité de pilotage. Nous avons procédé à un contrôle de cohérence des données et critères afin de les rectifier et les ajuster. Un deuxième travail de collecte un peu plus poussé a été effectué notamment en procédant à des appels téléphoniques et à entretien isolé. Alors, à partir de juin 2024, Daniel a pris la main pour compléter un certain nombre de points, euh, puis adapter, modifier un petit peu selon les besoins de l'étude. Les premières analyses ont été présentées au conseil d'administration du 2 juillet 2024. Puis Daniel a commencé à travailler sur la rédaction du rapport prévisoire de l'étude. Ce rapport provisoire a été discuté avec le comité de pilotage en septembre et finalisé en octobre 2024. Ensuite, Santiago a repris le rapport final afin d'élaborer une synthèse communicante qui met en avant surtout les principaux résultats de l'étude. Cette synthèse a été imprimée et diffusée lors des rencontres du réseau euh, qui s'est déroulée en novembre 2024. Pour celles et ceux qui étaient présents, vous avez sûrement dû les voir. Voilà. Et donc là, je vais laisser la parole à ma collègue Santiago pour vous présenter des exemples de critères. Hmm, Merci beaucoup ici du détail des processus que nous avons menés. Ce que voilà, je voulais dire, c'est que comme vous avez vu, l'étude il a des objectifs multiples. Les travaux voilà a été mené donc en interne et avec tout l'appui et le soutien des Daniel et ça fait qu'on a pu adapter des questionnements qui étaient comme je vous disais voilà latents à plusieurs niveaux à partir de ces bases de données qui est très complète et qui présente un certain nombre de défis, mais qui donne aussi un certain nombre de réponses à des questions anciennes. Et finalement, pour moi, elle est une grille de lecture
pour les memberships du F3E qui nous aide à les déchiffrer autrement. Les outils qu'on avait, voilà, ils reflétaient une certaine réalité, bon, voilà, d'il y a quelques années. Et là, vraiment, on a pris le temps d'aller voir quelle était la nouvelle grille de lecture qui pouvait nous poser les questionnements qui étaient en cours et qui nous donnait une base pour discuter avec les réseaux dans le sens large pendant tous ces 2 années d'évaluation et d'élaboration d'orientation stratégique. Donc, c'est pour ça qu'on voit que c'est à venir encore en 2024-2025. Donc, il y a déjà ce point de départ qui est la présentation de l'étude, mais il y a toute la mise en discussion des pistes de réflexion qu'on va vous présenter et d'autres à venir pendant l'année 2025. Dans ce cadre-là, on voulait vous donner quelques exemples des critères et de comment ils ont été élaborés et pourquoi. Donc, on en a choisi 2. Là, je ne vais pas rentrer vraiment voilà, dans les analyses qui ont été faites. Ça sera Daniel qui va vous présenter après. C'est plus pour vous montrer comment, voilà, pour nous, ces critères nouveaux, c'est des grilles de lecture pour approfondir la connaissance du membership du F3E. Donc, l'étude, il présente 10 photographies qui caractérisent et catégorisent les membres. Il répond à des questionnements qui ont été repérés et qui essayent de déchiffrer hautement les memberships du F3E, comme je vous disais. Donc, je vais prendre des exemples. Il y a une première photo qui est sur les divers types de structures membres du F3E. Auparavant, on avait une catégorisation des membres du F3E qui mélangeait et des questions juridiques, association par exemple, avec des questions autres, comme pouvait être l'organisation l'organisation de la structure, dont par exemple réseau. Donc c'est comme ça qu'on catégorisait les membres pour faire les différentes études. Aussi, il y avait une implication concernant la question des cotisations. C'est pas la même chose si on est une association que si on est une collectivité, etc. Donc ces critères-là étaient mélangés. Il y avait donc aussi des questions qui étaient posées aux adhérents au réseau F3E qui étaient autour des questions des affiliations. Et donc là, dans les réponses qui étaient données, c'était diverses. Donc la question pouvait être comprise comme bah, j'appartiens au réseau ou je participe au réseau Coordination Sud. C'est qui ont une réponse très différente de dire bon voilà, moi je suis WWF, donc je fais partie de la famille WWF au niveau international. Donc voilà, il y avait ça qui était mélangé. Et donc du coup, on est parti sur des divers critères qui vont nous servir maintenant pour aller dans l'affinage de l'analyse des organisations au sein de F3E. Donc il y a bien évidemment une partie qui est le statut juridique des membres, dont je ne veux pas rentrer, donc c'est ce qui figure dans les statuts des différents membres, bah, asso, fondation, autres statuts privés, collectivités, etc. Et ensuite, on est allé regarder plutôt sur qui compose l'organisation. Et donc là, on s'est dit qu'une organisation, elle peut être une organisation simple ou composée. Une organisation simple, c'est une organisation qui est unique. Donc, une association dont les membres sont des personnes physiques ou par exemple, une collectivité simple qui ne regroupe pas d'autres collectivités. Ou elle peut être composée, c'est-à-dire que c'est une organisation collective. Une association dont les membres sont des personnes morales, principalement, parce que parfois, ça mélange la personne morale et la personne physique ou une collectivité qui regroupe plusieurs collectivités. Donc ça peut être, voilà, pour les associations, ça peut être les réseaux, collectifs, plateformes, associations ou autres. Pour les collectivités, ça peut être une agglo, un syndicat intercommunal, etc., etc. Donc ça, c'est le premier critère qui vient enrichir le statut juridique des membres. Ensuite, il y avait cette question dont je vous parlais, la question de l'affiliation et du démembrement. Donc pour l'affiliation, je commence par là. L'affiliation, une organisation peut être indépendante ou bien elle peut être affiliée à une organisation nationale ou à une fédération ou mouvement international, de type famille par exemple. Euh, L'affiliation fait référence à un lien entre structures qui partagent une même identité
souvent en même nom, hein. Je vous parlais tout à l'heure des WWF, euh, ou peut-être pas. Ils peuvent peut-être ne pas partager les mêmes noms. Par exemple, les agri-agences, donc l'Agricorp, c'est l'affiliation internationale qui unit les agri-agences et qui en France, c'est FERT, ou par exemple l'AFDI aussi. Donc voilà, disons que l'affiliation, en fait, elle fait référence au niveau M+1 ou M+2, si vous voulez, des organisations. Et c'est différent pour nous que le fait de participer à un réseau. Donc c'était comme ça qui était parfois comprise la question auparavant dans les questions qui étaient posées aux membres du réseau, dans la base de données par exemple, ou dans les documents d'adhésion, vous les temps de cotisation ou autres. Donc, je vous dis, je ne rentre pas dans les pourcentages, etc. Je vous explique comment est-ce qu'on est arrivé aux différents niveaux des critères et des catégorisations. Il y avait aussi une question qui surgit, en fait, la question de l'ancrage territorial en France. Pourquoi? Parce que ça nous semble intéressant, en fait, de comprendre aussi comment est-ce que l'organisation elle travaille sur les territoires aussi national. Parce qu'il y avait aussi ces questions des réseaux, d'un côté compris comme à l'international, ce que nous on appelait mouvement ou famille internationale ou affiliation nationale, mais aussi le fait de comment elle travaille sur les territoires. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'organisation avec démembrement. C'est une organisation qui a un siège central et des antennes ou des groupes locaux ou des délégations régionales ou départementales sur le territoire national. Donc, disons que ces critères de démembrement décrivent les organisations qui sont au niveau E-1 ou E-2. Donc, comme je vous disais, en fait, différents critères qui viennent compléter la question de la structure juridique vont nous permettre d'aller plus loin dans l'analyse et nous poser différemment la question de l'ampleur de la diffusion qui peuvent prendre les actions du F3C, les activités du F3C auprès de ses membres, et donc comment eux, ils vont être organisés vis-à-vis de ces réseaux, de ces familles ou de ces structures au sein d'une organisation avec des démembrements. Donc ça va permettre d'aller plus loin, par exemple quand on va discuter les questions d'influence du réseau F3E. Donc voilà comment ça répond en fait à des questions qui étaient posées et qui étaient en lien avec des questions stratégiques qui s'est passées au sein du F3E. Ça nous aide à nettoyer notre base de données, à l'améliorer, à l'affiner, mais aussi à donner des réponses à des questions qui se posent. Je passe à un autre exemple. Donc c'est la photo numéro 5 qui va parler des actions des membres à l'international et en France. Donc là, il y a plusieurs questionnements qui se rejoignent. Il y avait la question du terme d'activité de solidarité internationale qui n'était pas délimité et qui amenait à des questionnements aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans la question de ce qu'il est mot solidarité évoqué sur certains des membres qui arrivaient récemment au F3E et que quand je faisais les entretiens d'adhésion, ils me disaient bon voilà, moi je ne suis pas un membre des solidarités internationales, comme c'est défini les F3E, mais je vois qu'il y a des choses qu'on fait pareil, donc je vois ma place, mais peut-être que je ne me reconnais pas exactement dans ça. Donc il y a ces questions-là, la question du mot solidarité internationale. Je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça va être traité dans une autre photo autour des valeurs et fondamentaux qui dirigent l'action des membres. Donc c'est pas celle-là, mais il y avait ça un peu derrière. Et la question aussi de dans un monde globalisé, où est-ce qu'il commence et s'arrête une action nationale, une action internationale, etc. Il y avait aussi une autre question qui se rejoignait, c'était la question de l'évolution des terrains d'intervention. Je sais que le mot terrain, il est connoté, et pour l'instant, je ne pose pas cette question-là. Mais ça aussi, ça va rentrer dans la grille de lecture qui va poser cette dénomination et qui va être discutée, j'imagine, j'espère, je ne sais pas, tout au long de l'année. Mais en tout cas, voilà, il y a cette question de l'évolution des terrains d'intervention et il y avait une certaine idée qui était celle de qu'il y avait des organisations qui étaient des ONG classiques, on va dire, qui, pour des raisons X, Y, commençaient à travailler aussi dans les territoires français. Et il y avait donc ces questions-là de terrain d'intervention et de l'antériorité de l'action France et internationale. Quand est-ce que l'une se développe ou l'autre se développe, etc. Donc là,
il va y avoir un critère qui va être utilisé dans la base de données, que c'est quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur le territoire national, quand est-ce que vous allez commencer à travailler à l'international. Et donc, du coup, ça crée des possibilités d'analyse. Mais là, je vais me centrer seulement dans la question des actions de terrain France, actions de terrain internationales et actions d'éducation d'exi et des plaidoyers, que ce soit en France ou à l'international. Je viens dans les détails. Le choix a été fait de distinguer ces trois grandes catégories dont je vous parle et qui figurent dans la diapositive. Il y a ce qu'on appelait l'action de terrain à l'international, l'action de terrain en France et tout ce qui concerne au plaidoyer ou à l'exi qui peuvent être menés en France ou à l'international. La notion d'exi est considérée dans un sens large qui englobe l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation au commerce équitable, l'éducation à l'environnement, au développement durable. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les actions de terrain internationales vont englober les actions qui sont menées sous diverses modalités dans les pays. On a mis sud, mais voilà, quand on met sud, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Pour ne pas mettre là-bas, parce que ça nous semblait connoté. Mais voilà, vous voyez qu'il y a plein de questions de vocabulaire qui se posent. Mais pour l'instant, voilà, ça cadre un peu les trois grands blocs qu'on avait distingués. Et donc voilà, c'est les actions qui sont menées ailleurs qu'en France. Dans ce qu'on a appelé les actions Terre en France, on va avoir deux grandes catégories. Les actions qui sont menées en France auprès des populations qui sont souvent défavorisées, ou que ce soit dans les domaines de l'éducation populaire, de l'insertion économique, de l'éducation, de l'accès à la santé, etc., et qui parfois vont viser des publics spécifiques, je sais pas, personnes migrantes sur les territoires décalés, ou des territoires qu'on considère sinistrés, que ce soit Mayotte ou que ce soit quartiers prioritaires de la ville. Et ensuite, il va y avoir, à l'intérieur des actions France, les actions de renforcement des acteurs et actrices de la solidarité internationale, qu'eux, ils vont mener des actions à l'international. Donc, c'est des actions qui appuient les organisations qui sont des organisations françaises et qui vont, par contre, voilà, agir à l'international. Donc, si je prends un exemple, les F3E, auprès de ses membres, donc c'est une organisation internationale qui soutient, c'est une organisation, pardon, qui soutient des organisations en France, françaises, qui vont agir en priorité à l'international, à minima, et ensuite tout le reste. Voilà. Concernant les actions plaidoyer et exi, on sait aussi que les choix, c'est un vrai choix, c'est une grille d'analyse, je vous rappelle, a été fait de réunir les deux. On sait que c'est des actions chacune très différentes et vis-à-vis aussi parfois des publics différents, etc. Mais voilà, c'était un choix pour comprendre en fait que cette action des plaidoyers peuvent être réalisées à l'international, peuvent être aussi réalisées en France auprès voilà, des publics ici, que ce soit voilà, des décideurs ou autres. Et les actions des EXI, elles peuvent aussi être réalisées dans d'autres pays, même si on a l'habitude de penser EXI, donc du coup en France, avec des publics français, avec tous les guillemets que vous voulez. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi fait ailleurs, avec d'autres publics, etc. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et comme je vous dis, là, je vous montre pas, en fait, je ne rentre pas à analyser qu'est-ce que ça donne, les différents pourcentages, etc. Mais c'est pour vous donner ça, l'image. C'est voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner si on combine tous ces différents types d'actions qu'on a essayé de catégoriser tout à l'heure. Donc, je ne rentrerai pas dans ça, c'est simplement pour que vous voyez comment on a élaboré ces grilles de lecture. C'est à partir des questionnements vivants, aussi des constats autour de notre base de données, de ce qui était rempli par rempli, comment, etc., qu'on est arrivé à ces 10 photos et aux différentes catégories qui les composent. Mais voilà, je ne veux pas plus loin que ça. Je vous laisse nous poser des questions à ce moment sur tout ça.
Je ne vois pas tous les écrans, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a Daniel qui lève la main. Daniel. Oui, bonjour à toutes et tous. Je voulais juste compléter un petit aspect là par rapport à tout ce que Santiago a essayé de décrire. Donc, comme vous avez vu, en fait, tous les critères, etc., c'est un peu issu de discussions où on est revenu un peu en avant, un peu en arrière, en réanalysant à chaque fois les différentes situations. Et à un moment, voilà, de décider, bon, on va définir comme ça, collectivement, on se met d'accord. C'est ça qu'on retient de la façon de classer. Et du coup, en lien avec l'étude, ce qui a été élaboré, c'est aussi un glossaire à la fin de l'étude Tout à fait. qui reprend un petit peu tous ces termes, qui réexplique concrètement sur les critères, bah, surtout les critères les plus compliqués, quels ont été les choix et du coup comment on classifie et comment on définit, voilà, dans ce cas-là, par exemple, ce que Santiago a expliqué, action internationale, terrain, non pas terrain, etc. Je donne un exemple sur terrain, forcément des grandes discussions, mais par exemple sur une action de plaidoyer, on s'est retrouvé à se poser la question, par exemple, si c'est un acteur français qui appuie son partenaire qui mène des actions de plaidoyer, comment on le classe? Et on s'est mis d'accord que ça, c'est une action de renforcement des capacités du partenaire, donc c'est une action terrain. On renforce la capacité du partenaire qui, lui, mène des actions de plaidoyer. Par contre, si l'organisation française participe directement à des actions de plaidoyer dans tel ou tel contexte, ben là, c'est une action plaidoyer faite à l'international. Voilà, c'est juste pour montrer que sur des petits détails comme ça, on a analysé des situations qui existent, très diverses, et essayé de trancher et fait un glossaire pour dire, on définit comme ça, rien n'est immuable, vous pourrez évoluer, faire changer, etc. Mais voilà, au moins on se met d'accord pour parler toujours de la même façon. Voilà, c'était juste ce petit complément. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir précisé la question du glossaire. C'est vrai, je vais pas faire référence à ça, mais évidemment, il y a ces définitions qui sont là et qui font partie de l'étude. Et les glossaires, il est à la fin de l'étude. Tout à fait. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur... Armel, Alors, il y a Armel a Armel. levé la Je, main. je- Ah, pardon, c'est pas vraiment une question, mais c'était plus une remarque. Merci. Moi, je trouve que, enfin, j'ai trouvé qu'effectivement, cette précision était vraiment super utile. Enfin, ces précisions étaient super utiles pour avoir un meilleur aperçu de notre membership parce que pour avoir travaillé sur des tentatives de typologie du membership par le passé, bah, justement, on se heurtait à cette question de mettre dans un même paquet plein de choses qui revêtaient des, des réalités différentes. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant ce travail un peu non seulement de définition, enfin, de discussion pour aller creuser ça, et puis de l'avoir posé, d'avoir explicité. Je trouve ça assez, assez intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné plein de choses. Il y a des choses où je me suis dit, ah, mais oui, évidemment. Et puis, il y a des choses où je me suis dit, ah bon, ah oui, tiens, c'est intéressant. Enfin, voilà, il y a eu vraiment cet élément-là que j'ai trouvé assez intéressant dans la synthèse de l'étude. J'avoue que je n'ai lu que la synthèse et pas l'étude entière. oui, Merci. ça arrivera. Ça ne me fait pas. Merci beaucoup, Armel. Il y a Michel qui est en question. Avec On le micro, t'entend pas. Michel. Vous ne m'entendez pas surtout. Oui, Oui, maintenant on t'entend. Merci, Michel. c'était pas tant une question que des félicitations aussi, parce que je trouve que justement c'est un rapport hyper intéressant avec toutes ces questions très pertinentes et la façon d'y répondre. On sent bien que vous avez creusé le questionnement, la typologie, etc. Et donc je trouve que c'est extrêmement riche. Moi, j'avais juste une petite question remarque. Je ne sais pas si vous allez est-ce qu'à un moment tu vas présenter quand même quelques pourcentages? Ah oui, d'accord. Tout à fait. Oui, oui, c'est la suite en fait. Là, c'était pour voir voilà, s'il y avait des questions sur les process, la démarche, etc. Et là, il y a Daniel qui va nous présenter des pourcentages et qui va nous présenter bah, les questionnements qui en résultent, etc. pour qu'on puisse en discuter. Tout à fait.
Juste peut-être dire que, bon, on va y revenir, mais parce que vous avez dit que vous faisiez un suivi régulier du membership, donc effectivement, on sent bien et vous l'avez exprimé que les questionnements sont plus fins, en tout cas différents par rapport aux fois précédentes. Peut-être qu'effectivement, ça serait intéressant de mettre un peu en perspective, y compris, il me semble, la nature des questions qui étaient posées. Parce que je pense que le questionnement qui était posé il y a 10 ans était aussi représentatif du F3E de ce moment-là. Donc voilà, je dis juste ça. Par exemple, là, j'étais très intéressée par toute cette dynamique de double appartenance, hein, enfin de double champ d'intervention, que ça soit au national, à l'international. Est-ce que c'est du terrain, est-ce que c'est du réseau, etc. Donc tout ça est très intéressant. Et il me semble que ça démontrerait aussi l'évolution du membership et des questionnements du contexte dans lequel on travaille, de regarder quelles étaient les questions qu'on se posait peut-être pour comprendre le membership il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou voilà. Merci beaucoup en tout cas et félicitations. Merci beaucoup, Michel. Sans plus tarder, parce que justement, tu posais la question, et c'est le temps, je vais laisser la parole à Daniel pour qu'elle nous présente justement quelques analyses et quelques questionnements qui en résultent. Voilà. Donc, comme l'a dit Santiago, je vais présenter quelques constats, pas toutes les photos. Il y en a une dizaine dans l'étude et dans la synthèse. Mais voilà, pour aujourd'hui, au moins reprendre certaines qui sont en lien aussi avec les critères que Santiago a présentés tout à l'heure. Tu peux passer. Voilà, donc on va revenir sur quelques constats sur les types de membres, sur la localisation des membres, sur la localisation des actions, hein, voilà, France, terrain, etc. Sur les secteurs d'intervention, sur les modalités d'intervention et sur la relation au F3E sur les aspects ancienneté gouvernance. Vous verrez dans les photos, il y a d'autres photos sur la taille des organisations, sur les budgets et un petit peu justement la dépendance par rapport aux fonds publics, aux fonds privés. Il y a d'autres informations aussi sur de réflexion sur les valeurs, l'identité, même si c'est des aspects qui restent encore à creuser. Mais bon, ça, vous pourrez regarder l'étude pour compléter un petit peu cette présentation. Donc, si on commence par le premier constat, c'est autour donc de ces aspects de type de membres de membership. Donc, les analyses ont montré que on a en fait un réseau qui est majoritairement associatif. Bon, vous le saviez, hein, c'est pas nouveau, ça fait depuis un petit peu le début. Mais là, on a pu remettre un petit peu, comme disait Santiago, bien à plat, ne pas se tromper sur la façon de classer les membres, avec donc aujourd'hui 83% d'associations, 8% qui sont les fondations d'autres structures privées. 8% qui sont les collectivités et d'autres statuts publics et 1% ou un petit peu moins en fait qui sont en fait sans statut. Donc ça pose aussi une réflexion qui est un peu une spécificité d'une structure au sein du F3E. Autour de ce constat, en fait, ce qui est intéressant, c'est de croiser avec le critère d'organisation simple et d'organisation composée, parce que oui, donc c'est majoritairement des associations, mais en même temps, il y a 34 membres qui représentent 33%, qui sont des organisations composées, donc eux-mêmes des collectifs ou des réseaux. Et si on analyse un petit peu ce que cela donne en termes de structure, donc slide suivante. On voit qu'en fait, ces collectifs, ces membres collectifs, ces membres composés regroupent environ 2400 structures. 2400 structures et avec des structures en fait très variées. C'est-à-dire que les membres de membres sont des associations, mais aussi il y a des établissements d'enseignement, il y a des entreprises, il y a des syndicats, il y a des établissements sanitaires, il y a des services de l'État qui sont parfois membres de certains membres du F3E, et puis des collectivités. Donc tout à l'heure, dans les collectivités membres directs, on en avait 8% et quelques-unes, mais là, dans les membres de membres, on a plus de 200 collectivités. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que ce caractère pluriel du F3E, il vient aussi de ses membres et de ces membres qui sont eux-mêmes des collectifs. Donc, ces premiers constats de cette première photographie sur le membership amènent quelques réflexions et quelques questionnements hein, pour la stratégie du F3E.
En fait, on peut faire le lien sur des réflexions en termes de gouvernance. Donc voilà, hein, comment prendre en compte, et faut-il prendre en compte plus cette diversité dans la gouvernance en instaurant des collèges? C'est une réflexion qui n'est pas nouvelle, hein, c'est une question qui a déjà été posée depuis longtemps, notamment sur la place des collectifs. Ensuite, en termes de tous vos dynamiques de réseau apprenant, en fait, comment vraiment arriver à profiter de ce caractère pluriel et de cette richesse dans les membres de membres, comme je disais, il y a des syndicats, il y a des entreprises, il y a d'autres types de membres. Est-ce que, en termes de réseau apprenant, on arrive justement à faire remonter leurs propres expériences, qui sont des acteurs un peu différents, ou bien à répondre aussi à leurs préoccupations? Et puis en termes d'offres de services, voilà, on a cette différenciation. Donc c'est aussi une question qui n'est pas nouvelle, mais ça la repose quand même. Faut-il encore plus penser une offre différenciée, et notamment pour ces collectifs qui, derrière, sont 33% de vos membres et qui, derrière aussi, représentent une variété de structures. Voilà, donc ça, c'est un exemple un peu de questionnement qui sortent de la première photographie sur le membership. Alors, je propose de continuer sur les photographies. On reviendra après sur les différents questionnements et puis vous pourrez réagir aussi, sachant que les réponses aux questionnements, c'est pas aujourd'hui qu'on va les trouver, c'est un peu toutes les questions que vous allez pouvoir aussi continuer à vous poser tout au long de l'année et puis de votre plan stratégique. Donc, un deuxième critère, hein, une deuxième photo, c'était sur la localisation des membres. Où sont vos membres? Donc, les premières données hein, sur la localisation des sièges montrent que vous avez des membres qui sont majoritairement franciliens, hein, puisque trois quarts des membres du F3E ont leur siège en France et un quart en province, donc certains à Lyon, Marseille, quelques structures qui sont en province. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que autour du critère qu'avait décrit tout à l'heure Santiago, hein, est-ce qu'il y a des démembrements, des groupes locaux, etc. Il y a plus d'un quart de vos membres qui ont des démembrements en région. Donc même s'ils ont leur siège en Île-de-France majoritairement, un quart des membres ont aussi des représentations sur le terrain en France. Donc ça veut dans les régions en France. Donc il y a aussi cet ancrage local dans des régions. Et ça, on le verra tout à l'heure dans les questionnements, c'est aussi intéressant à prendre en compte en termes de, par exemple, rayonnement ou d'influence, etc. Si on regarde l'autre critère aussi d'affiliation, que Santiago avait aussi présenté dans les exemples de critères, on voit aussi qu'un tiers des membres sont affiliés à une autre structure. Alors, soit affiliés à une structure française, par exemple certains de vos membres qui sont dans le groupe SOS, ou affiliés à l'international. Donc là, c'est tous les réseaux WWF, etc., qui sont affiliés aussi à des structures internationales. Et donc là aussi, c'est intéressant de voir que oui, majoritairement basé à Paris, en Île-de-France, pardon, les sièges, mais ça rayonne sur les régions et c'est aussi affilié à d'autres structures. Donc les questionnements que cela pose, que cela peut un petit peu entraîner comme réflexion stratégique, c'est voilà en termes d'offres de services. Là aussi, est-ce qu'il y a à penser à faire évoluer l'offre de services envers les structures qui sont affiliées pour faire rayonner aussi l'action du F3E? Et puis, comme je disais, en termes d'influence, vous avez tout un chantier, vous avez eu un chantier tous ces derniers mois sur cet aspect stratégie d'influence. Donc, comment on profite de cet ancrage local et de ce rayonnement par l'affiliation pour aussi essayer de voir, de penser la stratégie d'influence du F3E. Donc voilà pour cette photographie sur un peu la localisation des membres. Si on passe à une troisième photographie qui est un peu plus la localisation des actions, donc avec les réflexions sur actions internationales, Action France, etc. Donc sur Santiago, là aussi, vous avez un petit peu mis quelques éléments tout à l'heure. Donc les données, qu'est-ce que ça donne comme un petit peu pourcentage et comme résultat, c'est que donc aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, hein, on est sur le membership 2023. Hein. Donc sur le membership 2023, où il y avait 103 membres, à ce moment-là, ce qu'on avait comme chiffre, c'est qu'en fait 90 membres faisaient des actions à l'international. Alors c'est assez intéressant. Alors action terrain, hein, je disais bien action
terrain. C'est intéressant parce que dans les statuts du F3E, c'est justement aujourd'hui la présence à l'international, l'action à l'international. Et donc là, on voit qu'en tant qu'action terrain, il y en a 90 qui faisaient vraiment des actions terrain. Alors dans le schéma, c'est ce qu'on voit en fait en violet et en gris. Donc parmi ces 90 membres, 49 qui ne faisaient des actions terrain que à l'international et 41 qui faisaient, excusez-moi, c'est dans l'autre sens, 41 qui ne faisaient de l'action que à l'international, en gris, et 49 qui en font à l'international et en France. Et si on voit les autres, les 13 autres, euh, tu peux faire avancer Santiago, juste pour voir les chiffres, encore. Voilà, hop, reviens en arrière, reviens en arrière. Voilà. Donc les 13 membres qui ne mènent pas d'action de terrain à l'international, c'est ceux en orange, jaune et le rose. Donc c'est 9 qui sont eux ceux qui sont plus, comme elle a expliqué Santiago tout à l'heure, des collectifs qui soutiennent en fait d'autres acteurs qui font eux des actions à l'international. Par exemple, le CFSI, moi je donne un autre exemple, qui n'a pas une action directement en tant que CFSI terrain à l'international, mais qui soutient d'autres structures qui, elles, ont des actions à l'international. Et puis, il y en a deux autres qui font la même chose, mais qui font aussi des actions en France. Et il y en a deux qui ne font rien de tout ça, mais qui agissent en France en renforcement un petit peu sur des acteurs français plutôt en éducation populaire. Voilà. Donc ça, c'est cette photo, si on continue. On l'avait croisé aussi avec l'antériorité de ces actions. Et c'est intéressant de voir que parmi les acteurs qui font des actions en France, il y en a 20% en fait qui ont commencé par l'action en France. Je vous donne un exemple, la CIMAD. La CIMAD qui a commencé il y a très longtemps par des actions en France et qui ensuite est venue à l'international. Il y en a 43% qui ont commencé à peu près en même temps, l'action internationale et l'action France. Et il y en a 37% qui ont commencé une action France postérieure à l'action internationale. Et donc ça, en fait, c'est intéressant de voir que, bon, majoritairement, il y a quand même des membres les 43%, qui ont une action globale dès le début de leur action, et une quinzaine de membres qui sont venus à l'action France plus récemment. Donc, si on voit un petit peu les questionnements que cela pose, on peut se dire, Santiago, on peut se dire que justement, sur le fait de développer une action en France, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est une tendance qu'il faut continuer à vérifier si c'est une tendance parmi vos membres? Et est-ce que le F3E doit accompagner ces structures qui s'interrogent sur leur rôle ici, en France, et qui voudraient avancer vers une action plus globale? Ça, c'est un point de réflexion pour le F3E. Et du coup aussi, dans ce cas-là, est-ce que le F3E doit élargir un peu plus encore? C'est pas une nouvelle question, c'est une question ça confirme un peu des questionnements que vous avez eus déjà, son champ pour mieux accompagner ses membres justement sur l'action France et contribuer au changement global. Ça aussi apporte aussi une réflexion au niveau du modèle financier, puisque comme vous savez aujourd'hui, les membres du F3E payent des cotisations en fonction de leur budget consacré à l'action internationale. Du coup, ça pose une question sur, voilà, est-ce qu'on doit changer cela et ajuster le calcul des cotisations du F3E, considérant que l'action du F3E bénéficie à l'ensemble de l'organisation, que ce soit sur son action internationale ou que ce soit sur son action France. Donc ça, c'est quelques questionnements qui surgissent un peu de la photo sur Action France, Action internationale, localisation de l'action. Donc si on passe ensuite à la photo suivante, donc aux autres constats, ces constats là plus sur les secteurs d'intervention. Donc, dans tous les formulaires du F3E, il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de classer les organisations. Est-ce qu'elles interviennent en santé, en agriculture, en droit, en beaucoup de thématiques. Donc là aussi, ça a été des réflexions assez longues et complexes avec Santiago Ezi pour arriver à établir un petit peu ces secteurs. On en a bien sûr avec le COPIL, ça a été discuté également. Ce qu'on peut constater, en fait, on a établi certaines catégories.
On a en quatre grandes catégories qu'on a établies autour de besoins de base qui regroupent voilà, les interventions dans tout ce qui est de besoins de base, santé, éducation, agriculture, économie, etc. On a fait une catégorie plus autour de droits et citoyenneté, une catégorie environnement, une catégorie plus généraliste. Voilà, donc dans l'étude, vous avez un peu les détails de chaque catégorie. Et là, les organisations ont répondu, on a pu classer sur les différents secteurs où elles interviennent. Et donc, on voit que majoritairement, donc c'est le point en bleu, c'est dans besoin de base. Ensuite, c'est tout ce qui est les pétales en orange, droit et citoyenneté. Et ça, en fait, sur les premières figures là sur la gauche, c'est les organisations, c'est globalement les organisations. Celles du milieu, c'est celles qui sont plus récentes et qui sont rentrées depuis 2018. Et la fleur de droite, c'est sur les actions de France. Donc on voit sur ce schéma qu'en fait, donc comme je disais, c'est surtout besoins de base et droits et citoyenneté qui sont les deux secteurs où il y a le plus d'intervention. Et les nouveaux membres depuis 2018 confirment aussi une tendance avec un petit peu plus de droits et citoyenneté qu'à une époque. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que tout cela se croise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous ces chiffres, c'est pas, ça fait plus que 103. C'est-à-dire que les organisations, en fait, sont dans les différents secteurs. Tu peux juste faire avancer, Santiago, le commentaire. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des organisations qui sont dans besoin de base, mais elles travaillent avec une approche par les droits. Donc, ça croise les secteurs. Ou bien elles sont dans besoin de base, mais aussi elles tiennent compte de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est genre. Donc, elles se retrouvent aussi dans droit et citoyenneté et d'environnement. Donc, ces constats voilà, que vous pouvez voir un petit peu plus dans l'étude complète et dans la synthèse, ça amène quelques questionnements pour le F3E. Notamment sur le fait que tous ces secteurs se croisent. Et donc, par exemple, comment mieux prendre en compte les analyses justement de pratiques avec ces croisements, comment mieux prendre en compte une organisation qui travaille sur la santé, mais qui a aussi développé une approche par les droits pour l'accès à la santé, comment prendre en compte une organisation qui travaille sur l'environnement, mais aussi avec un aspect place des femmes dans la transition agroécologique. Voilà, tous ces aspects-là croisés qui permettent aussi au F3E de voir comment peut-être certaines capitalisations croisées entre secteurs pourraient aussi être très intéressantes à développer. Donc, si on passe ensuite à la quatrième, je crois, ou cinquième photographie, là, c'est non plus sur les secteurs, mais toute cette réflexion de dire, on a les secteurs et puis après, on a aussi les modalités d'intervention. Est-ce que c'est des interventions directes? Est-ce que c'est des interventions en appui à? Est-ce que c'est du plaidoyer? Donc là aussi, on a eu beaucoup de réflexions en essayant de décortiquer un peu les différents types d'actions. Et ce que l'on peut voir sur les résultats, sur les chiffres, sur le schéma qui va apparaître, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de modalités différentes, donc soit que si on commence par le bas, que ce soit des modalités d'éducation à la citoyenneté, des actions d'éducation à la citoyenneté, que ça soit bon, il y a aussi des actions d'urgence, que ça soit l'envoi de volontaires, que ça soit la mise en œuvre d'actions directes, d'apport d'expertise avec des personnes expérimentées, bon, tout un tas de façons d'intervenir. Et c'est là un petit peu la tendance, c'est de voir que majoritairement, il y a des secteurs quand même qui sont plus importants, et notamment, c'est tout ce qu'on peut dire de renforcement de capacité, d'appui à, de faire avec, qui est quand même une tendance, on va dire, une tendance un peu logique et depuis longtemps dans le secteur de la solidarité. Je peux faire juste un petit peu avancer, Santiago? Donc, en fait, on a ces aspects-là, mais on s'est rendu compte, et ça c'est très intéressant, qu'on a bien une trentaine de membres qui, justement, dans cette position d'appui à, de soutien d'eux, gèrent des dispositifs de financement de leurs partenaires
ou de porteurs de projets de solidarité internationale en France, et donc sont dans cette situation aussi d'appui technique, d'appui stratégique et d'appui financier à des partenaires. Un autre point, comme je disais, c'est que voilà, les actions de plaidoyer, là aussi, que ce soit là, ce qui apparaît au numéro 30, en 36, l'implication dans des actions de plaidoyer à l'international, c'est aussi un secteur qui s'est développé et qui est qui est assez important. Donc, tous ces données amènent aussi quelques questionnements. Notamment sur l'offre de services. Donc, puisque beaucoup de membres sont dans des dynamiques d'appui de renforcement, de capacité, etc., comment mieux accompagner les membres aussi pour améliorer leur action et suivre l'effet, les changements. Comment on se rend compte qu'un partenaire a amélioré ses capacités, comment on arrive à aussi mieux apprécier ces dynamiques de changement. Et pour tout ce qui est aussi la gestion de dispositifs financiers et les résultats et effets que ça peut avoir. De même, autour du plaidoyer, voilà, il y a beaucoup de vos membres qui participent à des actions de plaidoyer. Du coup, comment le F3E peut aussi aider ses membres sur ces aspects-là pour améliorer leur action et mesurer leur impact en termes de plaidoyer? Une grande question. Voilà. Je vais passer maintenant à la dernière diapositive, la dernière photo présentée aujourd'hui. Voilà, c'est juste quelques éléments par rapport à la relation des membres au F3E. Donc, comme disait Ezy tout à l'heure, hein, il y a d'autres critères que je ne vais pas présenter là, mais qui étaient aussi sur le référent F3E au sein des organisations, quel type de référent, et puis aussi la participation à des activités. Bon, d'autres critères que vous trouverez dans l'étude. Mais là, juste pour vous présenter donc cette réflexion sur l'ancienneté. Alors, c'est pas l'ancienneté des organisations, c'est pas l'âge des organisations, ça on l'a aussi dans une autre photo, mais c'est l'ancienneté du membership. Depuis combien d'années une structure est membre du F3E? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il y a quand même 67% de vos membres qui sont là depuis longtemps. On parle souvent, enfin, on parle parfois des membres qui sont, entre guillemets, juste là pour le financement d'une étude et puis qui ressortent et puis qui reviennent. On en entend parler, mais peut-être qu'on n'entend pas assez dire aussi que vous avez quand même des membres très fidèles depuis longtemps, puisqu'ils sont là depuis longtemps. Parmi la quinzaine de membres fondateurs, on en a encore 8 qui sont toujours là. Vous avez 21 membres qui sont là depuis 20 à 30 ans et vous avez 40 membres qui sont là depuis entre 7 et 20 ans. Et ce qui est les nouveaux membres, on va dire c'est 34, donc un petit tiers, qui sont là depuis 1 et 6 ans, entre 1 et 6 ans. Donc là aussi, ça amène quelques réflexions. Ensuite, si on regarde la slide suivante, si on regarde un petit peu la participation de ces membres et de ce type de membres dans la gouvernance, bon, c'est pas nouveau, hein, mais c'est pas rare dans un réseau. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a 69 de vos membres qui n'ont jamais été dans la gouvernance. Donc, 2 tiers des membres actuels qui n'ont jamais participé à la gouvernance du F3E et avec une gouvernance, donc, avec un noyau un petit peu plus dur hein, qui participe. C'est assez classique dans les réseaux, avec quelques structures qui sont là très souvent. Hein, puisqu'il y en a 3 qui ont été plus de 6 fois depuis le début dans la gouvernance, 5 qui ont été entre 4 et 6 fois, 17 qui ont été entre 2 et 3 fois, et 9 qui ont été une fois dans la gouvernance. Voilà, donc 2 tiers des membres n'ont jamais été, et un tiers des membres, elle a été au moins une fois. Donc, dans les réflexions notamment, hein, que cela pose, hein, les questionnements que cela pose, voilà, ça pose un peu des questions pour vous de dire, bon, bah, en termes d'offres de services, hein, si on revient sur l'aspect ancienneté des membres, euh, pour un certain nombre de membres qui sont là depuis 20 ou 30 ans, ils ont fait déjà un chemin avec le F3E, ils savent déjà ce que c'est une évaluation, par exemple. Donc, est-ce que votre offre d'accompagnement est assez renouvelée? Pour ces organisations qui sont déjà un peu experts déjà sur certains thèmes avancés, du coup, qu'est-ce qu'elles attendent des principaux sujets du F3E? Vous avez souvent essayé aussi de les valoriser dans les dynamiques d'échange de pair à pair, etc. Mais au-delà, voilà, considérant qu'il y en a aussi qui sont là depuis longtemps, donc c'est une réflexion.
Ensuite, pour voilà, c'est ça, quoi, pour le réseau apprenant, hein, puisqu'elles en sont elles-mêmes parfois les principales actrices. Donc, comment continuer à les motiver? Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre aussi? Et puis, en lien avec la gouvernance, sur les derniers schémas présentés, question un peu classique qui se pose dans beaucoup de réseaux. Voilà, les plus petites organisations et les plus récentes participent pas ou peu à la gouvernance. Est-ce que c'est souhaitable d'essayer de faire bouger cela? Est-ce que c'est possible? Comment le faire? Voilà, tout ça, vous voyez, c'est un petit peu des questionnements. Cette étude, c'était, comme l'a présenté Amandine au départ, c'était mieux connaître et aussi arriver à se poser des questions. Et toute l'étude était là aussi pour essayer d'étayer en parallèle tout le travail qui est fait avec l'évaluation et la réflexion stratégique avec Jean Martial et Martin. Et donc, vous voyez un peu tous les questionnements qui viennent en complément. Voilà, je m'arrête là pour la présentation de ces quelques photographies. Merci beaucoup, Daniel. On tient parfaitement les timings. Donc là, voilà, c'est les timings à vous, hein. Vous savez la parole. Voilà, précision, réponse aux questionnements qui sont posés. Vous vous trompez. Est-ce que vous voulez? Donc voilà, je vous laisse la parole et j'arrête de partager mon écran. Il y avait quelques questions dans le chat, je crois, Santiago. Hmm. Alors, je regarde. Il y a Marina qui demande un exemple de généraliste. Je t'avoue, Marina, je n'ai pas ouvert ma base de données parce que comme elle est assez conséquente, je voulais pas que ça piétine avec la présentation. Je ne sais pas si comme ça tout de suite Daniel est là en réponse à donner ou ici. Et sinon, je peux aller chercher dans la base de données. Pareil, de mémoire, je me rappelle plus bien non plus, mais c'est par exemple Regarde. le réseau qui envoie par exemple des volontaires. euh, France Volontaire. Volontaires, voilà, et qui mettait dans l'ensemble des interventions généralistes, voilà, parce que beaucoup, et puis en appui au développement. Bon, c'est un exemple, je suis pas sûre que ça soit le plus parlant. Faudrait regarder, mais voilà, c'est un peu certains critères comme ça, quoi. Je vois qu'Estelle, elle souhaitait poser une question. Donc, Estelle, est-ce que tu veux prendre la parole pour repréciser? On n'a pas fait l'étude sur les consultants, consultantes, hein, pour l'instant, Non, Estelle. pas encore. Pas encore, ça viendra, mais... Oui, c'était une petite question par rapport à la diversité et la richesse finalement qui est un peu sous la partie visible de l'iceberg, de la diversité des profils, entreprises, ESS, collectivités, structures d'animation territoriale et très en lien avec les réalités aussi des publics. Comment vous les touchez? Je dis nous, vous, enfin, comment toucher ces membres des membres en fait? Et voir que tous les enseignements et la production, la connaissance produite au sein du F3E est diffusée et peut les atteindre, et comment dans l'autre sens, les réalités du terrain remontent en fait. Hmm. Moi, je ne vais pas, bien évidemment, répondre à la question sur les membres des membres, mais simplement, c'est que tu mets un exergue me fait penser très récemment à la table ronde qu'il y a eu lors des rencontres, la table ronde sur la gouvernance des connaissances, de laquelle on avait des représentants d'entreprises, des organisations qui ne sont pas les organisations typiques qui viennent toucher les F3E. Et je crus comprendre que ça s'est très bien passé en fait, que les échanges ont été profitables pour tout le monde. Claire peut-être, qui a organisé cette table ronde, pourra confirmer ce que je dis. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que bon voilà, il y a un certain nombre de nos sujets qui font que ce dialogue s'est fait. Il faut trouver les lieux pour le faire, peut-être.
C'est une réponse un peu bateau ce que je vous fais, mais en fait, ça m'a fait penser à ça, cette question que tu poses. Alors, il y a Charlotte qui lève la main. Oui, bonjour. Et excusez-moi, je suis sûre, j'arrive pas à mettre le son sur mon ordinateur, donc il passera par le téléphone. En tout cas, je voulais d'abord saluer l'étude. Merci parce que elle était très attendue et que c'est, comme le disait, je crois, un des commentaires, un travail de longue haleine et qui demandait beaucoup, je pense, de réflexion pour bien paramétrer les questions, les indicateurs et puis comment justement avoir à arriver à cette visibilité de l'ensemble des membres. Donc, je merci et je trouve que ça, c'est vraiment très, très visible, très visuel. Euh, je me posais quand même une question un peu dans la catégorisation, notamment sur ce qui est évoqué en termes d'action globale et un peu comment a été défini ce terme d'action globale et dans un contexte où il y a quand même des organisations qui réorientent leur activité en France. Est-ce que c'est en cherchant à garder un lien vraiment avec la solidarité internationale ou est-ce que c'est plutôt l'outillage méthodologique du F3E qui est recherché plus que sa dimension de tête de réseau de solidarité internationale pour comprendre un peu. Et puis, alors, la question en effet des membres de membres est intéressante à creuser, mais je me, voilà, je me demandais aussi en termes, on l'avait déjà évoqué un peu dans les réflexions au moment des termes de référence, mais entre les membres et les salariés ou les parties prenantes des membres, est-ce qu'il y a eu aussi certains éléments qui ont été identifiés lors de l'étude pour comprendre la dynamique et le rôle que peuvent avoir certaines personnes dans la diffusion des connaissances reçues au sein du F3E ou animées au sein du F3E? En tout cas, un grand merci. Merci Charlotte. Je vais prendre la parole pour préciser un point et ensuite je laisserai, si jamais mes collègues souhaitent répondre. Concernant la question de l'action globale, en fait, on parlait tout à l'heure et de cet repositionnement peut-être imaginé, senti, etc. Donc la question, elle a été notamment posée dans le cadre de l'évaluation. Et on a repris donc du coup certaines questions, d'autres réponses ont été tirées des entretiens annuels qui sont faites avec les membres du F3E dans le cadre du dispositif de suivi évaluation, etc. Et il y a des situations diverses en fait par rapport à cette recherche par rapport à cette changement de terrain, si tu veux. Donc pour certains, c'est simplement c'est une situation similaire. Donc du coup, on a les outils, donc on va intervenir de façon similaire. D'autres, c'est une réponse à une opportunité, etc. Pour d'autres, c'est vraiment une question, comme tu disais, des cohérences globales, etc. Et ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est qu'il y a une des photographies, comme le disait Daniel, qui est autour des valeurs communes des organisations. Donc là, on avait regardé dans les rapports d'activité et dans les descriptions que faisaient les organisations d'elles-mêmes, quels étaient les mots qu'elles mettaient en avant dans le cas de leur mission, de leurs valeurs, etc., pour voir s'il y avait des confluences. C'est un travail qui a été seulement ébauché et qu'on se disait qu'il faut qu'on continue tout au long de cette année. Parce qu'on sent qu'on n'est pas encore allé trop loin. Mais là aussi, je pense qu'on va trouver des questions et des réponses pardon, à ces questions de la cohérence globale. Donc voilà, on avait fait un choix de certains mots qu'on allait suivre parce qu'on les avait trouvés souvent, etc. On a essayé de faire des choses, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas abouti. Voilà. Donc, je ne sais pas si les autres collègues souhaitent continuer à donner une réponse à ce que disait Charlotte. Oui, juste par rapport à la réflexion sur qu'est-ce qu'il y a derrière le fait aussi
de développer des actions en France. Voilà, ça c'est quand je disais que une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce une tendance? Une tendance, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette tendance et qu'est-ce que les membres attendent. Donc c'est vous qui vous allez pouvoir essayer de suivre cela dans la réflexion de est-ce que l'F3E doit plus appuyer ses membres sur les actions en France. Voilà, c'est aussi ça. C'est pour quelle action France et pourquoi. Donc ça fera partie, à mon avis, de vos réflexions futures en regardant justement ces membres et leurs besoins et leurs intentions et leurs enjeux aussi. Je vais donner la parole à Marina qui pose la question dans les chats. Marina, si jamais tu veux nous les dire à l'oral. Et ensuite, je crois voir qu'il y a Michel aussi qui a levé la main tout à l'heure. Donc, je donne la parole à Marina et ensuite à Michel. Non? Oui, Ah, vous m'entendez? oui, merci. On t'entend. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas ma vidéo, désolée. Euh, oui, bon, bravo, comme tout le monde, et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, notamment quand on est membre du CA, on a ce devoir de porter la voix, et du coup, là, je trouve que c'est déjà mieux de mieux connaître notre réseau pour justement essayer de mieux se mettre à la place de chacun des membres. Du coup, là, j'ai mis quelques suggestions, enfin quelques idées que j'avais en lien avec les questions qui avaient été posées. Euh, euh, voilà, évidemment, je parle pour mon organisation, mais pas que, puisque je peux parler aussi pour un collectif. Mhm. Euh, et voilà, et j'étais aussi effectivement surprise des nombres d'établissements scolaires ou d'enseignement, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, qui étaient en lien. Et alors, pour moi, c'est une grosse découverte. Je ne les voyais pas, ceux-là, en si grande quantité en tout cas. Et voilà. Il y avait une réponse qui était donnée, qui était déjà annoncée par rapport à ça, c'est l'impact des maisons françaises rurales. Qui veut être un. J'allais dire des organisations qui travaillent dans des écoles avec des programmes environnement, etc. Et j'allais dire Interagir, mais je me trompe. Pourquoi? Parce que là, on est sur l'échantillon Membership 2023 et Interagir est un membre 2024, donc mon intuition est fausse. Mais je me demande si c'est pas un type d'organisation similaire dans ce type de façon de fonctionner autour des programmes DEXI comprend, comme je vous disais tout à l'heure, façon large, hein, dans les cadres des programmes scolaires. Et je me permets de prendre la parole, c'est Tout bon? à fait, c'était bien, ça va, Michel, merci. Ok. Juste dire que, alors, ça ne va pas étonner certains que je relève ça, mais sur la double appartenance, en tout cas le travail Mm, national, j'ai noté qu'effectivement, Daniel euh, utilisait ce mot de croisement sur la question des thématiques, hein. Comment est-ce mm, qu'effectivement il y avait cette question de croisement des thématiques, mais bah, moi, il me semble qu'on peut peut-être aussi s'interroger. Comment est-ce qu'il y a du croisement entre les actions France et les actions internationales de ces structures? Sachant que, en tout cas pour le travail que on avait fait préalablement avec Marc, on voit que pour beaucoup de structures, et elles sont quand même 49, hein, c'est quasiment 50% du membership du F3E, dans beaucoup de structures, il y a un cloisonnement assez fort entre les deux, voire il y a le national qui donne, qui est plutôt, je dirais pas en position supérieure, c'est pas ça, mais tu vois, qui dit que c'est ce qu'on fait au national qui doit servir d'alimenter l'international. Et véritablement, voilà, moi je pense qu'il y a là un axe pour pouvoir savoir comment travailler peut-être ou apporter une vraie valeur ajoutée à ces membres qui ont ces deux mm. orientations, comment effectivement peut-être les accompagner, les aider déjà à regarder comment est-ce qu'ils travaillent sur cette question de croisement, est-ce qu'il y a vraiment un croisement, et puis qu'est-ce que ça peut apporter comme ouverture en champ de travail, en apprentissage, etc. Voilà. Donc, aussi le croisement national-international, et pas seulement thématique. Parfait. Merci. Merci.
Il y a Liliane dans le chat qui nous rappelle qu'en 2018, il y avait eu une communauté de pratique sur les travails en réseau, effectivement, avec un livrable qui est encore disponible et que j'ai notamment utilisé récemment dans une journée de travail avec les Secours Populaires France autour de la question d'animation de réseau. Donc c'est vivant en Corse et très utile cette apportation de la communauté de pratique de 2018. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, réflexions, envie de s'exprimer? Si ce n'est pas le cas, on peut déjà donner la parole à Angelès pour suite et perspective, ce qui nous ferait Youpi. bien terminer dans les temps. Super. Merci Santiago, merci Daniel, Easy. Du coup, bah voilà, on y est, hein. Tout est sur la table, j'ai envie de dire. Je trouve que bah, déjà, merci vraiment pour le travail là, de qualité, parce que ça nous permet à la fois, côté fonctionnement du F3E en interne, avec notamment l'équipe, c'est vraiment de pouvoir bah, améliorer, affiner les outils de collecte, de qui on va aller chercher dans les entretiens annuels, sur les entretiens annuels, c'est une déformation professionnelle, sur les entretiens DSE. Ça va vraiment nous permettre d'actualiser les données régulièrement, d'aller peaufiner ce qu'on a vu, qu'on a besoin de peaufiner. Je pense que ça, voilà, il y a vraiment cette question d'amélioration continue autour de la collecte de données et tout ce qui relève du fonctionnement interne et du suivi, parce qu'il y a une tendance qui est réelle au F3E dans cette diversification du membership. Donc, qui, voilà, qu'il faut que, je pense, que le F3E, le conseil d'administration, puis l'Assemblée générale puissent considérer. Donc, ce temps, il était vraiment positionné dans cette connaissance-là, que chacun, chacune puisse aussi partir avec cette proposition d'analyse, de lecture, et qu'on puisse ouvrir les portes ensemble. Et donc, pour ouvrir les portes ensemble, ça va être, on a mené donc en parallèle, et c'était volontaire de faire ce travail un petit peu en parallèle, d'avoir commencé l'étude membership qui atterrisse maintenant, notamment parce qu'il est en train de répondre complètement, cette étude, à des points qui sont aussi soulevés dans le cadre de l'évaluation stratégique 2024. Donc, tout ce qui concerne bah, la question de la gouvernance, de la représentation, la représentativité, toutes les questions voilà, de ce renouvellement de la gouvernance, etc., bah, c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose sur l'année 2025, notamment dans l'élaboration du futur document d'orientation stratégique. On a beaucoup de questions qui viennent conforter des éléments du réseau apprenant et de justement de comment on garde nos historiques, quel type de dynamique ils peuvent avoir, comment on va être aussi dans le travail et l'apprentissage entre pairs, ou de comment on va pouvoir les associer à certaines de nos activités. Et voilà, je trouve que voilà, que ce soit sur le réseau apprenant, sur l'offre de services, sur le modèle économique, sur la stratégie d'influence et de diffusion, euh, voilà, c'est à la fois posé en question, mais c'est aussi des opportunités qu'on peut pouvoir peut-être saisir, et de se dire, ah bah, peut-être qu'on a plutôt intérêt, en effet, à développer, bon, pas à développer, c'est pas développer pour développer, mais c'est plutôt cette logique de vouloir aussi partager de la connaissance, et plutôt aussi cette logique de valoriser la connaissance des organisations membres et comment elles agissent, et même faire valoir auprès des pouvoirs publics bah, certaines choses. Bah, peut-être comment on peut appuyer. On peut aussi appuyer les référents et référentes, peut-être pour que ça rentre dans l'ancrage territorial, peut-être pour que ça aille plutôt à l'international. C'est-à-dire que je crois qu'on a vraiment les différents leviers. C'est qu'à ce stade, on n'avait pas objectivé les choses. C'est-à-dire qu'on le savait un peu, mais on ne savait pas quelle proportion, de quelle organisation on parle. Il y avait quand même
Voilà, je trouve beaucoup de questions, quoi. Beaucoup plutôt d'hypothèses, et là, on a objectivé les choses. Donc, ça va nous permettre aussi sûrement de mieux agir à l'avenir. Concernant un peu la suite, parce que l'idée, c'est bah, par rapport à toute cette connaissance et qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec tout ça. Du coup, l'idée, on est à une étape clé là, de l'évaluation stratégique. On l'a présenté, Kéros a présenté sa synthèse, une partie de sa synthèse de son rapport lors du dernier conseil d'administration en décembre dernier. Donc là, on va rentrer dans le dur. Donc, on va rentrer dans la partie de prospective stratégique. Et donc, dans l'exercice de prospective stratégique, bah, je pense qu'on va retrouver vraiment dans les ateliers ces questions autour de la gouvernance, ces questions autour du réseau apprenant, qu'est-ce qu'on cherche, de cette offre de service, de cette fonction d'expérimentateur ou diffuseur, voilà, de tout ça. Et comment, du coup, on va pouvoir voilà, comment on va pouvoir activer un peu ces leviers. Du coup, les prochains petits rendez-vous que nous avons ensemble, pour le conseil d'administration, c'est bientôt. Je ne me rappelle plus quel jour c'est le jour un jeudi, c'est début février, c'est le 5 ou le 6. Je ne sais plus exactement. Mais du coup, on se retrouve au CA avec le 7. C'est ça, j'ai pas vu ce Non, que tu as le fait 6, comme le chiffre. 6. Le 6, ah oui. Le 6, merci Santiago. On se retrouve le jeudi 6. Martin, du coup, va revenir sur les conclusions de son évaluation, les thématiques qui ont été soulevées et interrogées collectivement. Est-ce que ce sont les bons sujets de prospective pour le F3E? Donc ça va être clé parce que ça va déterminer ensuite tout le processus autour des ateliers, de la vision, de les fonctions et des valeurs et principes du F3E. Donc ça, c'est pour le conseil d'administration. Ensuite, bah, l'équipe aussi, forcément, elle est associée à plein d'endroits. Donc il y aura des groupes mixtes, vous serez invité à y contribuer également. Et puis les membres, les membres du F3E en premier lieu. Et puis évidemment, bah, les partenaires, des consultants et consultantes, des personnes qui contribuent au comité des études. Donc du coup, seront associés à certains ateliers de prospective stratégique là dans les prochains mois. Et donc ce temps autour du membership, moi je suis toujours ravie qu'on clôture un moment. Mais après, c'est comme si à chaque fois qu'on clôturait, ça ouvrait plein de portes. Mais bon, c'est pas grave. Et l'étape aussi un peu de clôture autour de l'évaluation. Elle va se dérouler en restitution. Il y aura une restitution publique, une communication très élargie. Parce qu'il y a vraiment la question de la redevabilité du F3E vis-à-vis de ses membres et toutes les personnes qu'elle a mobilisées autour de l'évaluation en 2024. Donc ça va se dérouler le jeudi 27 mars matin. Donc vous allez recevoir vous n'allez pas être inondé de mails, mais dans tous les cas, vous aurez assez d'informations régulièrement pour vous dire, bah, venez participer à cette évaluation stratégique, parce que c'est aussi en regardant un peu dans le rétroviseur de qu'est-ce qu'on a fait, c'était quoi un peu les changements, bah, qu'on arrive aussi à se projeter, et notamment compte tenu de l'environnement, du contexte. Je pense qu'on a vraiment, on a une chance quand même de pouvoir se poser un temps pendant un an, d'avoir un processus pendant un an autour de la réflexion stratégique et puis l'élaboration d'un futur document d'orientation stratégique. J'ai pas envie de dire voilà. Merci Est-ce que beaucoup, vous Angeles. avez... Ouais, je sais pas s'il y a des membres du conseil d'administration, de l'équipe, des personnes qui sont ni du conseil d'administration ni de l'équipe qui souhaitent réagir et dire un petit mot. Je pense qu'on a 3 4 minutes avant d'aller déjeuner. Ouais, on a 4 minutes encore. Hmm. Et sachez que, bien évidemment, vous allez recevoir les rapports complets la semaine prochaine, en début de semaine. Et moi, je voulais dire un mot, du coup, pour remercier Oui. Daniel de tout son accompagnement professionnel et humain aussi, parce que c'est toujours bien
que les deux soient ensemble. Donc voilà, merci Daniel. Et voilà, je Merci. laisse les autres s'exprimer aussi. Non, mais moi aussi, je voulais dire merci parce que moi, j'ai accompagné, coordonné, etc. Mais Santiago et Izzy ont passé pas mal d'heures aussi avec les chiffres, avec les bases de données, avec beaucoup de choses. Donc, ce travail, c'est leur travail aussi. Il faut pas l'oublier. Surtout Bravo. qu'elles vont continuer. C'est-à-dire que là, c'est une base de données à un moment. Ce sont des photos. Et des photos, ça montre une situation à un moment. Et donc, c'est à continuer et c'est elles qui vont continuer. Voilà, donc il faut aussi reconnaître tout ce travail. Merci, oui. Merci Santiago, ben, c'est bravo aussi. Easy. Je sais pas si tout le Si, monde moi, a dit bon appétit. Ah Euh, oui. oh, juste rapidement, peut-être. Donc vraiment bravo pour ce travail. Et moi, je voulais aussi souligner aussi la qualité visuelle des données. C'est important parce que les chiffres, c'est pas toujours facile à appréhender. Et je trouve que Mm, ça donne une bonne photographie visuelle de notre réseau. Et je trouve que ça peut, en tout cas, servir aussi de base d'onboarding, comme on pourrait dire, notamment aux personnes qui vont intégrer prochainement l'équipe pour mieux comprendre aussi le réseau, qui on est, qui est le F3E. Et je pense que c'est un support au-delà évidemment de la correspondance immédiate avec l'évaluation d'OS et toutes les données qui vont nous servir à la réflexion qui est à venir. Je pense que c'est avant tout un outil, une photographie certes à un moment mm. donné, mais qui en tout cas est une bonne base de compréhension de notre réseau. Voilà. Très bonne idée, merci Claire. Ok. Merci Estelle pour les félicitations. Et voter surtout les encouragements à poursuivre la réflexion. Bon, bah, je ne sais pas, Santiago, si tu veux clôturer ou Bah écoute, c'est dire midi bon 30. appétit, c'est ça, bon appétit, bonne fin de semaine, surtout bon Voilà, week-end, ça sert à bon ça week-end. le week-end pour se reposer. Tout à fait. Et voilà, rendez-vous dès lundi avec les rapports dans vos boîtes mail, hein. Ok, et puis le 27 mars pour l'évaluation stratégique qui sera présentée par Caros. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon appétit. Allez, à très bientôt. Merci. À très Ciao. bientôt.